Bonjour, ici André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. Aujourd'hui, le vendredi 5 février, j'ai le plaisir d'accueillir M. Alain Marcoux, qui est président de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec. Bonjour, M. Marcoux. Bonjour, Monsieur Fauteux. Pouvez-vous d'abord nous dire un peu que sont les groupes de ressources techniques? Oui, ben, les groupes de ressources techniques, dans le fond, c'est des entreprises d'économie sociale formées sous forme d'OSBL ou dans certains cas coopératives qui ont été formées au tournant des années 70-80, qui sont réparties dans la plupart des régions du Québec, qui ont été formées, en fond, pour accompagner les communautés, donc des groupes de citoyens ou des municipalités ou des organisations, dans le but de les accompagner dans tous les processus fort complexes là, en immobilier pour développer des projets. Donc, ça va de bien comprendre les besoins, sur les orienter sur les choix des différents professionnels, les accompagner dans les négociations de sites, les relations avec les municipalités pour les demandes de permis, zonage, consultation citoyenne, montage financier, suivi de chantier, jusqu'à la prise de possession. Donc, vous voyez, c'est un accompagnement qui est vraiment complet, là, qui peut s'étendre souvent sur un 4 à 5 années d'accompagnement là, avec les organisations. J'ai vu des projets, même tout ça, c'est pour le logement social via Accès Logis. Ben, je vous dirais que de plus en plus, depuis plusieurs années, les GRT ont diversifié leur approche au sens où on est là pour développer de l'habitation communautaire, mais aussi des projets ce que j'appelle d'immobilier collectif, donc des projets de logements sociaux sous forme coop ou SBL, dans certains cas, propriété aussi des offices d'habitation, dans le cadre des programmes comme la Société d'habitation Axiologie, mais aussi dans d'autres formes de programmes, des fois avec des initiatives de la CHL ou des choses hors programme, par exemple. On a développé toutes sortes de fonds actuellement à notre association en partenariat avec Fondation Lucien-André Chagnon, Fonds mobilier FTQ. On mobilise du capital patient pour racheter des immeubles locatifs existants qui sont abordables, mais on veut les sortir du marché spéculatif pour les rénover, les conserver abordables. Donc, on sort des programmes gouvernementaux traditionnels. On accompagne aussi, certains GRT accompagnent des créations de nouvelles places de CPE ou de services de garde. Ou quand je parle d'immobilier communautaire, ça peut être des organisations, des groupes communautaires ou des entreprises d'économie sociale qui veulent acquérir des nouveaux bureaux ou rénover là, des bâtiments existants. Donc, là, on n'est plus dans des programmes de logement, mais on est plus dans, en fait, loger, mais des organismes. Là. Donc, mais on est toujours dans l'idée de des organisations à but non lucratif ou, disons, de propriété collective, là, qui est notre mission de base. D'accord. Alors, dernièrement, vous avez écrit une lettre au premier ministre avec une trentaine d'intervenants, je crois. Il y Oui. a vraiment une crise du logement en ce moment. Avant de parler de votre lettre, je voulais montrer, je vais faire un partage d'écran, mais j'ai pas accès. Je vais vous dire, j'ai écrit à Statistique Canada. Ils m'ont donné des chiffres, euh, mais que ça date de 2016, où on parlait de 583 000 Québécois locataires qui avaient donc ce qu'on appelle les besoins impérieux, Oui. soit la qualité, la taille ou l'abordabilité des logements, ou 30 du revenu consacré. Et puis c'est vraiment le niveau 30 c'est là que ça commence à être trop demandé à un logement, à un ménage de payer un logement, 30 du revenu annuel. C'est le seuil critique, là, en fait, que C'est pour tous les critique. Ouais. spécialistes là, dans le secteur, que ce soit des gens au niveau de l'accompagnement financier des ménages, mais que aussi, disons, les différents partenaires gouvernementaux définissent qu'au-delà de 30 de ses revenus consacrés au logement, ben, on va couper sur d'autres besoins de base que se loger, ben, en fait, se nourrir, les loisirs ou d'autres éléments. Là. C'est ça. Donc, Ouais. c'était en 2016 près de 600 000 logements sur les 3,5 millions de logements, maisons, donc avec ou sans hypothèque, propriétaires Ouais, locataires. c'est des Est-ce que, ménages, oui, est-ce que effectivement. ça a empiré? C'était près de 600 000 en 2016. Est-ce qu'on a accès à des chiffres plus récents? Je vous dirais, les chiffres qu'on utilise, nous, dans nos documentations puis nos interpellations, c'est encore ces chiffres-là là, qui sont les chiffres, là, disons, de Statistique Canada. Par contre, en parallèle de la question du taux d'effort, parce que là, en fait, on fait référence au taux d'effort, il y a toute la question de l'accessibilité aussi à des logements locatifs. Ça, on a des chiffres quand même très récents. Là. La SCHL vient de sortir il y a à peine une semaine et demie des Vous avez nouveaux pas de chiffres rue?
Puis, ben, on se retrouve avec plusieurs municipalités au Québec avec des taux d'inoccupation qui sont sous le seuil du 3 qui est le seuil qu'on considère, que tous les économistes là, en immobilier considèrent comme le taux d'équilibre pour faire en sorte que la pression ne se fasse pas de façon trop indue sur le prix des loyers. Mhm. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu une hausse importante là, du coût des loyers au cours des dernières années. Et on se retrouve avec des taux d'inoccupation dans plusieurs grandes villes. Là. Je pense, entre autres, j'ai en tête Saint-Hyacinthe. Je pense qu'on est quelque chose comme 0,9 dans la région de Joliette, à Val-d'Or. Donc, avant, on entendait souvent Québec, Montréal, crise du logement. Il y a quelques années, si on se rappelle, 2002-2003, des ménages à la rue, taux d'inoccupation en bas de 1 mais c'était les grandes villes. Québec-Montréal, mais là, ou Gatineau, Outaouais, dans l'Outaouais. Mais là, on se retrouve avec des villes comme, c'est ça, Sherbrooke, en bas d'1 1,3 Saint-Hyacinthe, Val-d'Or. Donc, vraiment un nombre important de municipalités là, puis de communautés où on a des logements, le taux d'inoccupation est en bas de 3 Donc là, on se retrouve vraiment dans une situation où le rapport, disons, financier, là, plus à l'avantage des propriétaires au niveau des augmentations de loyer, ce qui Surtout pousse que à la hausse. Surtout que ce qui reste, ce n'est pas les meilleurs logements. J'ai vu des gens qui payaient 900 pour des logements moisis où ils ne devraient pas résider. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation-là? Bien, d'une part, pendant quand même un bon nombre d'années, les promoteurs privés se sont peu intéressés à construire du logement locatif. Là. On était beaucoup plus dans la copropriété. Là, je voudrais quand même, on le sent sur le terrain. Là, moi, je travaille dans Chaudière-Appalaches et à Lévis. On le voit que le locatif reprend du terrain parce que, bon, je pense qu'il y a quand même un recul de l'abordabilité, de l'accessibilité au niveau de l'acquisition de propriétés pour les premiers acheteurs. Là. Les plus jeunes, avec les nouvelles normes au niveau de la mise de fonds, etc. Les augmentations de valeur font en sorte que les ménages plus jeunes ont difficilement accès, disons, à la propriété versus peut-être l'autre génération là, il y a quelques années. Donc, le logement locatif devient, dans le fond, attrayant là, pour les promoteurs. Fait qu'il y a des promoteurs qui se sont commencés à se remettre à construire du logement locatif, ce qu'il n'y avait plus là, il y a pendant longtemps, dans les années fin 90-2000, si ça n'avait pas été du logement communautaire, il n'y avait presque pas de logement locatif qui se construisait. Donc, il y a cette relance-là là, au niveau de la construction de logements locatifs. Par contre, c'est des logements qui sont au prix du marché actuel, donc qui sont difficilement abordables, disons, pour la clientèle dont on parle, là, de ménages à plus faible revenu. Donc, c'est pour ça aussi, dans les chiffres sur le taux d'inoccupation, ça cache aussi une autre réalité, c'est qu'il y a peu de logements disponibles, mais dans certains cas, ceux qui sont disponibles, bien, ils ne sont pas abordables pour les clientèles à revenus faibles ou moyens. Donc, il y a vraiment un enjeu de pouvoir offrir un autre, disons, un autre modèle là, d'habitation qui sort de la logique du marché et qui est capable de répondre aux besoins là, de ces ménages-là. J'ai vu qu'en décembre, vous disiez qu'il y avait 10 000 logements communautaires prêts à être construits, mais ça prenait des budgets de la Société d'habitation du Québec et qu'il n'y a pas eu de nouvelles annonces depuis que le gouvernement Legault est au pouvoir. C'est ça. C'est qu'en fait, nous, on recense, dans le fond, à l'intérieur de nos 25 GRT membres, qui sont dans les différentes régions du Québec, 10 000 unités en différents niveaux d'étapes. Là. Donc, ça peut aller de la première élaboration jusqu'à des projets plus sérieux où on a des plans, une offre d'achat sur un terrain. Et ces projets-là, bien évidemment, ne peuvent pas voir le jour s'il n'y a pas de programmation, entre autres, dans le programme Accélogie. Et là, depuis l'élection du gouvernement Legault, il y a eu des sommes investies pour bonifier les aides financières pour construire ce qui était déjà dans la machine des gouvernements précédents, mais des nouvelles unités pour développer des nouveaux logements, ça fait 2 années. Donc là, on met beaucoup, dans le fond, d'emphase actuellement pour interpeller le gouvernement pour que le prochain budget fasse une annonce qui soit quand même massive, parce que là, on a Mais 2 années, dans le fond, de. mais est-ce qu'il y a eu des nouvelles unités d'annoncées depuis 2 ans? Non, Du il n'y a tout. pas eu de nouvelles unités, non, du tout. OK. Donc, on est resté. Le gouvernement a eu une approche qui est de dire, dans notre jargon, on appelle ça le backlog. Là. C'est qu'il y avait près, au moment où le gouvernement Legault a pris le pouvoir, il y avait plus ou moins 14 000 unités de logement qui étaient dans la machine à différents niveaux d'étape qui avaient été annoncés par les gouvernements précédents et parce que les aides financières dans le cadre de ces programmes-là n'avaient pas suivi l'évolution
des coûts de terrain, des coûts des matériaux, dans le fond, de l'ensemble là, des coûts de projet. On avait les GRT avaient beaucoup de difficultés avec les communautés à attacher financièrement les projets, donc ces projets-là ne sortaient pas. Fait que le gouvernement, dans son premier budget, a privilégié de bonifier, dans le fond, les aides financières pour les projets qui étaient dans la machine, ce OK. qui a C'est amené, vraiment abordable. exact. Pas très longtemps. Par contre, les nouveaux projets qui étaient en élaboration, eux, n'ont pas vu de nouvelles unités octroyées dans le cadre d'Axélogie. Puis comme on sait que des projets d'habitation, les projets qu'on travaille aujourd'hui, c'est des projets qui vont se faire dans 3 ans, peut-être même dans 4 ans. Bien, le fait de ne pas avoir de programmation 2 années de suite, c'est que ça crée, ça arrête la roue, si on peut dire, puis ça crée aussi un sentiment d'incertitude au niveau même des partenaires municipaux qui contribuent financièrement à ces projets-là, qui des fois ont des plans d'action, comme Montréal avec la mairesse de Montréal ou même à Québec ou ailleurs, pour développer un certain nombre de logements, sachant pas si les programmes Accélégie vont être au rendez-vous pour pouvoir, excusez-moi l'expression, là, donc contribuer financièrement pour la levée du projet. OK. Donc, je comprends que depuis qu'ils sont là, au lieu de créer des nouvelles unités, ils ont bonifié ce qui avait déjà été annoncé par le Ex- gouvernement précédent. Et on a eu finalement une entente Québec-Canada en octobre avec la SCHL. Oui, Est-ce que c'était un peu le retard d'une négociation fédérale-provinciale qui faisait également qu'il y avait moins de fonds pour ces nouvelles unités-là au Québec? bon, c'est sûr que c'était quand même offensant de voir qu'on était la seule province dans le Canada à ne pas avoir encore d'entente sur la stratégie nationale sur le logement pour canaliser les fonds. Tout était une question de discussion sur les juridictions du Québec en habitation. C'est sûr qu'à partir du moment où il y a cette entente-là qu'on a saluée, ça permet un transfert de sommes vers le Québec pour financer des progrès de logements sociaux dans le cadre de la façon dont le Québec veut le voir, qu'on croit toujours être par le biais de Accès-Logis. Donc, là, le gouvernement du Québec a quand même un transfert d'argent sur les 10 prochaines années qui vont lui permettre de le canaliser. Par contre, ce sont des montants qui ne sont quand même pas faramineux, là. On parlait de quelque chose comme 2800 unités sur 10 ans. Donc, on s'entend que ce n'est pas faramineux en termes de... Parce que l'entente fédérale provinciale, ce n'est pas seulement la construction de nouveaux logements, mais c'est aussi tout l'entretien du parc HLM, qui est le gros du morceau. Les Mais ça reste 2800, c'est de la construction ou de l'entretien aussi? au niveau d'HLM, c'est de l'entretien. Non, mais les 2800 unités Les sont... 2800, c'est des nouvelles unités. OK. Ouais. Mais là, il n'y a pas eu d'annonce officielle combien on va en avoir dans les prochaines années. Non, en fait, là, on attend, dans le fond, c'est ce qu'on dit, c'est qu'avec ces ententes-là, le Québec va recevoir quand même une part d'argent, mais ça reste que il a sa propre responsabilité d'investir ses propres sommes dans le cadre du programme Accès-Logis. Évidemment, il y a des transferts de fonds qui vont se faire du fédéral au niveau de ces sommes-là. Déjà, il y a 2 années perdues, dans le sens que, qui n'ont pas été dépensées encore, qui vont être transférées, parce que ça faisait déjà 2 ans que l'initiative de la stratégie nationale sur le logement était lancée. Mais là, disons, la responsabilité est quand même sur les épaules du gouvernement du Québec de lui-même annoncer ses propres unités parce que c'est lui qui gère les fonds, là. C'est pas tous les jours qu'on voit combien vous étiez de signataires, une vingtaine, On était 37 en tout. 37. Limite 37, au ouais. premier ministre, vous ne faites pas ça chaque année. Là. Non, non, c'est. Puis si vous avez vu un peu les noms, c'est assez rare là, On qu'on est on a développé quand même une proximité au cours des derniers mois, mais les trois regroupements d'entrepreneurs en construction sont signataires. les architectes, L'Institut les garderies, les personnes de la construction, des jardins, les syndicats, les organismes communautaires, les coop d'habitation, chantier d'économie sociale, entrepreneurs généraux. La liste est très longue, la liste est effectivement. très longue, puis c'est des partenaires diversifiés autant dans le milieu économique, de la construction, sociale. On tenait avec cette lettre-là à canaliser ensemble plusieurs interventions qui sont faites depuis, dans le fond, l'été passé, mais de façon séparée, on peut dire. Dans le fond, les entrepreneurs en construction eux-mêmes avaient fait une lettre avec l'Institut de développement urbain. On avait eu d'autres initiatives qu'on appelle le G15 qui réunit Conseil du patronat, les syndicats, le GRTQIA, dans lequel le logement social, nos demandes étaient aussi inscrites. Les municipalités nous, on a lancé une campagne avec les municipalités
plus de 250 municipalités qui ont adopté des résolutions demandant au gouvernement d'investir dans une nouvelle programmation d'accès logis. Donc, c'est quand même énorme. Donc, on voulait canaliser l'ensemble de ces initiatives-là dans une lettre là, au premier ministre parce que là, on pense qu'on est rendu à l'interpeller, lui, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'initiatives cet automne de différents partenaires, des lettres ouvertes, etc. Donc, vous demandez au chef, au Oui. président du conseil de faire quoi? Ben, en fait, de faire en sorte que le prochain budget prévoit des sommes pour qu'on puisse avoir développer au cours des prochaines années 10 000 unités de logements sociaux. En combien de temps vous voulez 10 000 unités? Ben, en fait, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est vers 5 000 unités par année pour pouvoir rapidement là, engager les projets qui sont actuellement dans dans nos cartons en termes de développement puis qui ont besoin de ces annonces-là pour pouvoir se matérialiser. Donc, eux, c'était 280 par année sur 10 ans en moyenne. Oui, ben 280 par année, le gouvernement du Québec, au cours des dernières années, ça a varié, mais de façon générale, c'était 3 000 unités par année qui étaient annoncées par le gouvernement du Québec OK. Qui dans le était cadre réalisé d'Axélogie. depuis 5-10 ans? Pardon? Réalisé par année depuis 5-10 ans? Pas nécessairement réalisé, mais annoncé budgétairement. Il s'en livrait moins que le 3 000 parce qu'il y a toujours un décalage là, en termes de livraison, puis aussi bon, les conditions financières dans lesquelles on réalisait les projets. Je vous avais parlé du backlog tout à l'heure, faisant en sorte que le rythme de livraison était beaucoup plus lent que par le passé. Mais budgétairement, on parlait de 3 000 unités par année. Donc, vous voyez, là, des fois, déjà 2 années de programmation, c'est 6 000. On vient d'en perdre 6 000. Ben, techniquement, si on garde le même rythme qu'on a déjà eu, là, parce qu'il y a eu des années avec les libéraux, on a eu 2 000 unités, 3 000, mais de façon générale, c'était 3 000 unités par année. Là. Donc, on vient de perdre 6 000 unités. Mais là, dans le contexte de la COVID, quels impacts ça a, ça, le fait qu'on manque 5-10 000 unités? Ces gens-là, ils font quoi? Actuellement, Oui, les locataires. ben, Il y en a beaucoup mais qui les gens attendent les projets. Puis là, ben, on n'a pas la perspective actuellement est très sombre, là, dans le sens qu'on ne sait pas où on s'en va. Et aussi, un projet immobilier, ça repose sur toutes sortes d'accords, d'ententes et de partenariats. Ça repose sur on a des offres d'achat sur des terrains. On ne peut pas maintenir indéfiniment des offres d'achat sur des terrains si on n'a aucune perspective d'avoir une programmation. C'est aussi toutes sortes de partenariats avec des municipalités qui réservent des terrains dans certains cas pour le projet, qui dans d'autres cas peuvent être attachés qu'à un développement immobilier privé, parce qu'on fait de plus en plus de projets d'inclusion. Donc là, ces promoteurs-là qui disent, OK, on va laisser un espace pour du logement communautaire, mais là, ça fait 2 ans qu'on attend. Quand est-ce d'aller avoir des unités? On va-tu faire le projet? Il y a tout un climat d'incertitude qui se crée aussi. On fait des logements pour des clientèles vulnérables où on a des ententes, par exemple, avec le réseau de la santé ou d'autres partenaires. Bien, ces gens-là aussi, il faut maintenir ces ententes-là. Les besoins, eux autres, ne disparaissent pas en attendant. Donc, ça crée beaucoup de. C'est qu'il y a vraiment un décalage entre les besoins exprimés sur le terrain, puis Ouais. notre capacité, les GRT à accompagner, puis on a quand même une bonne capacité à préparer des projets, puis puis à l'autre bout du spectre, la capacité d'avoir les outils financiers pour pouvoir les réaliser, là. Ouais. Parce que les partenaires répondent présents, là. Les municipalités participent actuellement au projet, sont prêts à réserver des terrains, à verser des sommes. C'est le partenaire du Québec qui manque, là. Puis dans le concret, là, pour les Québécois, les Québécoises, les familles qui sont dans ces situations-là, c'est des drames humains. Donnez-moi des exemples. Qu'est-ce que les gens peuvent vivre en ce moment? Bien, je vais vous donner l'exemple. Moi, dans mon GRT, je le vois, même si on est à période de pandémie, là, on reçoit quand même encore les locataires ou les gens qui cherchent des logements au bureau. On a beaucoup de personnes, sans dire des aînés en grande perte d'autonomie, mais des aînés qui ont des problèmes de mobilité de plus en plus et qui aimeraient avoir accès à des logements accessibles physiquement. Là. Donc, pas être un deuxième ou un troisième étage ou avoir un bâtiment avec un ascenseur qui disent
il n'y a rien sur le marché. Puis, je ne peux pas continuer à habiter dans mon appartement dans cette situation-là. Là. Je ne suis pas capable de monter l'épicerie. Je suis obligé de. Ça, ces gens-là attendent après des logements qui leur permettraient de pouvoir le faire. Évidemment, il y a de l'offre sur le marché privé, mais là, on parle de des gens qui ont des revenus moyens. On sait que près de 46 des aînés au Québec qui gagnent moins d'à peu près 23 000, donc qui ont 36. souvent de mémoire, c'est 46 des aînés. Ce n'est pas 23, c'est 25 000, mais donc, qui, grosso modo, reçoivent pension de vieillesse, supplément de revenus garantis, puis peut-être quelques petits revenus connexes. On s'entend que ce qui s'offre actuellement sur le marché ne leur permet pas nécessairement là, de se loger convenablement. Beaucoup de personnes seules aussi qui sont bon, on sait là, de plus en plus de gens, des ménages est composé de plus en plus d'une personne. Assumer le coût du loyer pour une seule personne versus être en couple ou c'est beaucoup plus difficile là, souvent pour les personnes seules à plus faible revenu. Donc, ça, on en voit énormément. L'autre volet que je vois beaucoup, c'est les familles un peu nombreuses là, qui dépassent là, 1,6 enfants, qui sont plus dans le 3 ou dans le 4. Ils ne trouvent absolument rien sur le marché. Ils sont obligés de loger dans un 4,5 ou un 5,5 avec 4 enfants parce que ça n'existe pas, par exemple, des 6,5 ou ce genre de choses-là. Ouais, c'est des conditions un peu trop serrées. Puis il y a tout le volet lorsqu'on sort des grands centres urbains, il y a le volet des aînés qui veulent rester dans leur communauté, puis que s'il n'y a pas de logement développé par de l'habitation communautaire, bien, ils vont devoir migrer dans les grands centres parce qu'avec les nouvelles règles au niveau des résidences pour aînés, ce qu'on appelle les RPA, le privé, les SCHL, pour garantir le prêt hypothécaire, pour avoir des bonnes conditions de financement pour le privé, pour développer là, des résidences pour aînés, sont passés de mémoire là, au-delà de 85. Il faut que la résidence ait entre 85 et 100 unités de logement pour que les CHL garantissent le prêt hypothécaire du promoteur privé qui voudra faire une résidence. Vous comprenez que dans une municipalité de 8 000 habitants ou 10 000 habitants, il n'y a pas un marché pour faire une résidence pour aînés de 100 unités de logement. Donc, le privé ne va pas, il n'y a pas de marché rentable pour eux d'aller là. Donc, en grande partie, c'est nos projets de logement communautaire qui offrent du logement abordable, mais même pour ceux qui auraient un peu de moyens pour le payer, offrent tout court du logement pour aînés là, dans leur communauté. Là. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui auraient les moyens d'aller dans des RPA, mais qui n'ont plus le goût d'être pris dans des tours en hauteur, surtout à l'époque de la COVID? Est-ce qu'il y a plus de demandes chez des aînés pour du logement communautaire? Bien, il y a beaucoup, il y en a partout, là, je dirais qu'on soit en centre urbain ou qu'on soit en milieu plus rural. Là, c'est juste que les réalités ne sont pas les mêmes. En milieu rural, c'est que les gens veulent, il y a le volet d'abordabilité, c'est sûr, mais même ceux qui auraient les moyens de se payer une résidence pour aînés privée, je veux dire, ils n'en auront pas dans leur communauté parce que le marché est trop petit. Donc, c'est vraiment le logement communautaire qui vient leur en Au-delà de offrir. ça, oui, mais je comprends, mais au-delà de ça, est-ce Oui. que les RPA sont moins populaires à cause de la COVID? Je vous dirais actuellement, c'est clair qu'on le voit, il y a, puis je ne dirais pas les RPA sont moins populaires à cause de la COVID, dans le sens qu'ils ont perdu leur raison d'être là, comme style d'habitation, mais c'est plus que le confinement qui a été fait au printemps a fait peur à beaucoup de gens. Et puis, nous, dans notre GRT, on s'occupe de gestion de certains RPA, puis il y avait des logements à louer, puis plusieurs années était prêt à venir. Là. Donc, ça faisait longtemps qu'il l'attendait. Le logement est prêt. Puis là, on va attendre un peu le confinement. Il va-t-il en avoir un autre? Puis est-ce qu'on va être. Parce que le confinement tel qu'il y a eu lieu au printemps où les aînés ont été vraiment empêchés de sortir, ça a fait peur à énormément de personnes. Et puis, ça a rendu frileux, si on peut dire, là, les aînés, même qui en avaient besoin et qui veulent y aller, se disent je vais attendre encore un peu parce que je n'ai pas envie de me retrouver confiné. On sait que le confinement qu'on a là était moins radical au niveau des RPA. Les gens pouvaient sortir, là, mais le premier confinement, les gens étaient vraiment, on peut dire, prisonniers là, de leur immeuble. Puis ça leur fait peur à plusieurs années. Est-ce que ça a été différent le confinement pour les personnes âgées dans les RPA versus le logement communautaire? Parce que, Oui, parce que dans les RPA, on se retrouvait avec une clientèle qui était aînée, vieillissante.
Et là, les directives gouvernementales allaient vers vraiment dans les RPA à confiner complètement. Donc, pas de visite, pas de sortie. Donc, les gens étaient, en plus, les repas n'étaient plus donnés dans les salles à manger communautaires où les gens pouvaient échanger. Mais là, ils étaient livrés dans les logements. Donc, les gens étaient vraiment isolés. Là, psychologiquement, ça a été difficile pour eux. La deuxième période de confinement qu'on est en train de vivre a été traitée de façon différente, là, au sens où là, les gens pouvaient quand même sortir, recevoir des visites limitées. Donc, ça redonnait un peu d'air aux gens, mais ça a fait quand même que ceux qui s'apprêtaient à aller y vivre ont quand même resté avec la perception puis l'angoisse de ce qui s'est passé au printemps, là. Donc, ça, pour la location actuellement, c'est un petit peu, ça crée une petite pression là, supplémentaire où les gens reportent un petit peu leur entrée en RPA. Mhm. C'est ce que On je vois c'est ce qu'on voit sur le terrain. ben ouais. On Dans les prépare. projets existants, par contre, je peux vous dire que ça ne change pas quand même sur les projets qu'on a. Il y a toujours autant de communautés, il y a toujours autant de projets là, qui sont manifestés où les gens disent ben, dans mon quartier ou dans ma municipalité, il y a des besoins de logement pour aînés. Puis lorsqu'on on travaille le dossier avec les communautés, puis qu'on recueille ce qu'on appelle des formulaires d'intérêt ou d'intention de gens prêts à aller vivre dans ces logements-là, on réussit encore là, à avoir des demandes qui sont importantes. Mm. Mais c'est le volet quand on arrive pour rentrer dedans. Là. Je pense que les gens ont hâte de voir comment que la COVID va se terminer. Là, parce que vraiment, la crainte du printemps, moi, je le répète, là, elle a traumatisé, elle a traumatisé des personnes. Tout à fait. Dans le cadre d'un dossier sur l'habitation multigénérationnelle, on a deux articles dans le prochain numéro de la Maison du 21e siècle. Un d'Avi Friedman, le prof d'architecture, qui parle des maisons, bon, la Mhm. bigénération et tout ça, mais on s'est intéressé au multilogement communautaire, écologique, et on a appelé, mon journaliste a appelé un GRT qui a référé à un projet où c'était du 55 ans et plus. Et là, je me OK. demandais, bon, on peut avoir des gens de 55 ans jusqu'à 90 ans et plus. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'il y a une définition pour le multigénérationnel? C'est deux générations de personnes vieillissantes avec la santé qui décline. Est-ce qu'on peut dire que c'est du multigénérationnel? Parce que souvent, lorsqu'on parle de l'intergénérationnel, souvent, on va parler d'habitation, soit une maison individuelle ou des ensembles immobiliers où les logements permettent, par exemple, à un aîné, mettons, d'habiter. On a vu quelques projets là, se livrer d'aînés avec, mettons, un étudiant qui cohabite, ce genre de choses-là. Là, on parle J'ai vu ça. d'intergénérationnel dans l'unité d'habitation, mais comme complexe d'habitation. Moi, ce que je vois beaucoup, en tout cas dans la région où je travaille, c'est l'idée d'avoir, pas nécessairement dans le même bâtiment, parce que là, quand on dit les aînés, là, moi, c'est sûr qu'à 50 ans, je ne suis pas très loin. Je ne le classifie pas dans les aînés. Là. Souvent, les aînés, donc nous, dans le logement communautaire, on va être dans 65, 70 ans et plus. Puis là, on sépare les aînés autonomes avec ceux qui ont besoin de services, donc de repas ou tout ça. Donc, on est vraiment plus dans la RPA. Mhm. Mais de développer des projets que sur le même site, on retrouve de différentes générations dans le même site. Parce que c'est pas toujours évident pour ce que j'appelle là, les aînés, là, mettons 65 ans et plus, d'avoir dans la même bâtisse des familles. Les enfants qui euh, Parce qu'au-delà de dire on veut de l'intergénérationnel, là, c'est quand même eux autres qui le vivent après ça. Ah Mhm. là, moi, ça ne me tente pas d'entendre courir dans les corridors, tout ça. Mais par contre, d'être sur un site, parce qu'on a fait un projet, entre autres, là, 104 unités de logement, on a une Lequel? RPA d'à peu près, à peu près 54 logements. Mhm. Puis le reste, on a un immeuble pour des personnes seules, mais qui sont autonomes, donc des aînés, mais disons autonomes. On a la RPA, 70 ans, 75 ans et plus. Puis on a deux autres bâtiments sur le site qui sont réservés pour des familles. OK. Et là, au centre Et de ça, il y a une cour. Donc allez, là, il y a c'est à Saint-Nicolas, à Lévis. ouais. Mhm. Puis, donc là, on a vraiment développé un projet intergénérationnel. C'est comme ça qu'on nous on l'a présenté, Ouais. mais dans son ensemble immobilier. Donc, sur le site, on retrouve des aînés autonomes, perte d'autonomie, puis des familles. Même la coopérative a priorisé que les aînés ou les familles qui allaient être sélectionnées, c'est que si, par exemple, il y avait une famille dont le parent était logé dans la RPA, ben, puis qu'il y avait un logement qui se libérait dans le logement famille, il allait donner priorité pour qu'ils puissent vivre dans Ouais. leur logement chacun de leur côté, mais Merveilleux. proches pour pouvoir s'entraider.
Ouais, Donc, moi, je crois beaucoup plus à ce genre de façon de voir les choses que de toujours faire, on fait un immeuble dans un coin pour les aînés, on fait un immeuble à un autre endroit pour les familles. Sur le même site, l'intergénérationnalité, moi, je pense qu'elle se vit bien. Chacun a ses portions privatives, en même temps, ses portions collectives, puis ils ont des terrains, dans le fond, de communication pour se retrouver. Puis évidemment, ben là, dépendamment des projets, ben, ça lève plus que d'autres. Là, ça dépend des humains qui sont dedans. Là. Mais donc, c'est plus ça, je vous dirais. Là. Puis, dans le même immeuble, je dirais, c'est le volet RPA qui est difficile à mélanger, disons, avec d'autres couches d'âge, on peut dire. Parce que moi, j'ai fait plusieurs projets où on a des familles, on a des personnes seules, mais il n'y a pas nécessairement la notion d'âge dedans. Donc, on a des logements d'une chambre à coucher, puis on a des gens qui ont 60 ans qui acceptent d'aller vivre là. Eux, ils n'ont pas envie d'être nécessairement dans un immeuble, entre guillemets, de personnes âgées. ouais. Donc, ça, on le voit aussi. Mais c'est le volet RPA à l'intérieur, dans le même immeuble, avec d'autres catégories de ménages plus jeunes et des familles. C'est pas évident, même les aînés, là. Je vous ai perdu. Les aînés, vous Oui, dites, ça a coupé quelques oui, secondes. oui, c'est ça. Ce que je disais, c'est que c'est souvent les aînés qui vont nous dire ça, on a le goût de le vivre, l'intergénérationnalité, mais pas nécessairement dans le même immeuble. Ça peut être sur le même site, mais dans le même immeuble. Surtout pour les gens là, qui sont disons, RPA avec des services là, de repas ou qui Est-ce que sont un c'est peu vraiment en légère toujours perte d'autonomie. 70 ans et plus, les RPA? Les RPA, souvent, c'est ça, ça va être ça. Ça va être, ben, le programme Axiologie nous parle de 75 ans et plus ou en légère perte d'autonomie. Donc, on peut avoir des gens qui ont 68 ans pour toutes sortes de raisons, là, ils ont besoin de ces services-là, donc ils vont pouvoir rentrer. Mais ce que je vous dirais sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que les gens rentrent en moyenne aux alentours de 80 ans, 80, 81 ans dans les RPA. Ah, ça fait. Euh, OK, c'est souvent ça, 81 ans, là, c'est un peu l'âge moyen d'entrée. Fait que les gens retardent quand même le plus longtemps possible là, pour y aller. Donc, même si ça dit c'est 75 ans et plus, il y en a, là, mais on est plus proche du 80 souvent. Et psychologiquement, puis on en parle beaucoup de la maladie mentale, est-ce qu'il y a des études qui démontrent justement que ce genre de formule-là ailleurs dans le monde, intergénérationnel sur le même site, ça va maintenir nos aînés plus heureux et en meilleure santé? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Bien, je ne pourrais pas vous les citer, là, moi, mais nous, on travaille quand même souvent avec les organisateurs communautaires là, du réseau de la santé dans le cadre de développement de nos projets. Mhm. Puis, c'est clair que pour eux, ce genre de projet-là est beaucoup plus propice, là, en tout cas, ce qu'ils nous disent selon un peu leurs échanges qu'ils ont, là, que ça fait des projets qui sont beaucoup plus propices à créer des occasions de sortir de leur isolement. Ça, c'est certain. Euh, je pense à des projets, par exemple, qui sont faits. Je vous en nomme un comme ça que j'ai travaillé à l'époque où j'étais du côté de la Rive-Nord de Québec, à Saint-Hubal. C'est une petite résidence pour aînés, je pense, de 24 unités de logement, construite à côté de l'église, tout près d'une école. Puis, sur l'heure du midi, bien, les jeunes dont les parents, les grands-parents habitent à la résidence allaient dîner avec leurs grands-parents à la résidence personne âgée parce qu'elle était justement devant l'école. Puis il y avait une salle communautaire qui servait pour l'aide aux devoirs le soir. C'était les grands-parents qui travaillaient. Ça, moi, c'est quelque chose qui s'est organisé dans la communauté de façon spontanée. Moi, je trouvais que ça, c'est des beaux exemples là, du fait que c'est pas juste un projet d'habitation, c'est que c'est ouvert à la communauté aussi. Projet de Puis il y a vie. toutes sortes d'initiatives. C'est des projets de vie. Là. Puis des fois, la salle communautaire peut servir à d'autres activités qui ne sont pas liées aux aînés, mais le fait qu'elle se passe dans la résidence des personnes âgées, ben là, ça crée toutes sortes de contacts là, particuliers. On a vu ça Je vous donne un. Cohabitat Québec, c'est Pardon? des condos. À Cohabitat Québec, on a Oui, un oui, témoignage là, où les gens sont heureux justement d'être intergénérationnels. Mais c'est des condos, 250 000 pour un studio, puis oui. 400 000 et plus. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais c'est ça, ils ont des échanges extraordinaires. Puis une personne qui me disait qu'il y a eu des cohabitats dans le monde où c'était des 55 ans et plus, mais ils avaient de la misère à Oui. faire entrer des jeunes là-dedans quand les gens vieillissaient, tombaient malades et décédaient. Donc, ça devient des Ouais. ghettos.
Oui, effectivement. Ben, moi, j'ai participé à une tournée en 2015. Le réseau Habicoop qui est en France. Là. Puis, dans le fond, c'est des habitats participatifs. C'est un petit. Je trouvais qu'il y avait un mélange de l'habitation communautaire que nous, on a ici, avec, je dirais, le côté cohabitat, là, parce que les gens devenaient propriétaires collectivement. Ils n'ont pas la même législation, mais effectivement, les projets étaient soit des projets d'habitat participatif pour des jeunes, ou soit des projets d'habitat participatif pour des retraités. Mais quand on dit participatif, On, c'est que le chantier aussi, les gens participent à la construction. Pas toujours. C'était surtout qu'ils prenaient en charge, dans le fond, le développement de leur projet. Eux, il n'y avait pas encore de GRT. Ils étaient comme dans l'étape où ils cherchaient à professionnaliser, si on peut dire, là, l'accompagnement de projet, parce que finalement, ils se rendaient compte que, je veux dire, même il y en a qui sont retraités, il y avait du temps, mais. Hein? Pense au Québec à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Puis, il s'intéressait beaucoup à la façon dont c'est organisé, parce que dans les faits, ici, c'est un peu ça qui s'est passé. Là, moi, j'ai connu Régis Lorrain, qui était un des fondateurs d'un GRT Québec, puis on a un prix à l'association là, en son nom. Il est décédé. Puis moi, j'ai eu l'occasion de le croiser là, dans mes débuts de carrière dans les GRT il y a 20 ans. Puis en fait, eux autres, c'est ça qui ont commencé. C'était des jeunes étudiants pour voulaient faire du logement communautaire. Un étudiait en urbanisme, l'autre en géographie. Ils ont dit comment qu'on fait faire un projet. Puis là, ben, tout le monde faisait ça à temps perdu, sans nécessairement bien connaître. Finalement, ils ont réussi à faire un projet de racheter un bâtiment, de le rénover. Puis là, ils se sont dit, ben, finalement, on a de l'expérience. Puis que là, finalement, c'est ça, c'était un peu ça. Les GRT sont nés un petit peu de cette façon-là. Donc, eux, dans leur projet d'habitat participatif, effectivement, en 2015, ils étaient un petit peu dans ce modèle-là où c'était les gens qui faisaient tout eux-mêmes, trouvaient un architecte, cherchaient un terrain, on faisait un montage financier, mais ça à travers un emploi, puis sans que personne ait Donc, ils cherchaient à professionnaliser, mais tout ça pour revenir au fait que beaucoup les projets se faisaient par segmentation d'âge. Donc, il y avait un projet d'habitat participatif jeune, un autre aîné, mais il y en avait, j'ai pas vu beaucoup comment je pourrais dire, de projets mixtes. Là. Peut-être que ça allait évoluer, là, mais Puis est-ce qu'il y a une question, une définition formelle sur l'habitat intergénérationnel, comme on nous a parlé de Benny Farm, par exemple? Est-ce que on ouais. considère ça comme intergénérationnel? Ou c'est n'importe quel multilogement où il y a plusieurs générations? Ou est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Ben, moi, j'ai cherché. Nous, on n'en a pas une. Je dirais qu'on utilise de façon très, très spécifique. Dans nos échanges, dans nos colloques, moi, je pense que Benifarm, c'est un bel exemple d'avoir sur le même site là, différentes catégories, dans le fond, de ménage et d'âge. Là. Leur Moi, bâtiment? j'aurais tendance, en lien avec la pratique qu'on a eue de parler d'intergénérationnel, c'est de retrouver soit dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier, ça peut être un site, mais du même propriétaire, des catégories de ménage dont l'âge ou les conditions, disons, physiques là, sont variées. Mais je trouve plus facile la réalisation pleine et entière d'intergénérationnel dans un site où ça peut être sur plusieurs immeubles Ouais. qu'à l'intérieur du même immeuble. Surtout quand on parle dans des aînés, vraiment aînés, là, et qui ont besoin de services, c'est difficilement pensable de même de le faire à l'intérieur du même immeuble, là, à moins d'avoir des stratégies quand même. D'autant plus que maintenant, avec les RPA, c'est tellement contraignant au niveau des normes de certification et de sécurité et tout ça. Donc, Ouais. si on le fait dans le même immeuble, ça oblige à rendre tout l'immeuble. Pensons même, je vais vous donner un exemple. On a un projet à Lévis d'une coopérative où on a mis des aînés autonomes et légère perte d'autonomie dans la même bâtisse, dans deux ailes séparées, mais c'est la même entrée. Bien, quand il y a eu le confinement au printemps, les gens autonomes, là, on parle des gens qui ont 60 ans, là, se sont retrouvés confinés. Ah, Alors qu'on voulait protéger les aînés, là. ouais. Eux, vu qu'ils étaient dans la même bâtisse, c'était une RPA, ben, ils ont été confinés. Puis nous, on avait pensé bien faire parce que notre concept à la base, c'était d'avoir un immeuble évolutif où un aîné décide de quitter un logement pour aller dans un immeuble, disons, avec un ascenseur, mais sans service. Là. Il est à l'étape de sa vie où il n'a pas besoin.
ouais. mais il reste dans la même bâtisse lorsqu'il tombe à l'étape où il a besoin d'aide pour les repas ou pour l'entretien ménager. Il n'y a pas à déménager 3 fois. Et, sauf que dans le contexte de pandémie, on a réalisé que finalement, ce n'était pas un cadeau qu'on leur faisait parce que là, ils se sont Bon, retrouvés confinés et soumis aux mêmes contraintes que les aînés de 75 ans. Là. c'est jeune, je vais avoir 59 ans au mois de mars. C'est ça. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes optimiste? Moi, j'ai été heureux de découvrir que le logement social au Québec, quand il se construit, c'est toujours certifié Nouveau Climat. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et Oui, on a découvert aussi que c'est rentable quand on fait des projets comme Benny Farm, très haute efficacité énergétique, entre autres. Eux, ils ont été très loin, ils ont récupéré même des matériaux en rénovant, mais ça a été payant dans plusieurs exemples. À Rimouski aussi, la conviviale, qui n'est pas nécessairement multigénérationnelle ou inter, mais haute efficacité énergétique, logement sain, c'est payant, le gouvernement le reconnaît. oui, tout à fait. Puis ça fait longtemps. Je pense qu'ils ont voulu se servir du logement communautaire dans les premières années de Nouveau Climat pour canaliser au moins que tous les projets de logements sociaux, on avait l'obligation de certifier Nouveau Climat. Donc, déjà, je pense que le gouvernement a envoyé un message. Puis, ce qu'on se rendait compte sur le terrain après quelques années, les architectes nous disaient, vous savez, tu sais, les exigences de Nouveau Climat versus en termes de coûts, euh, on était gagnant. Là. Non seulement on était gagnant au niveau de la réalisation, mais évidemment, on était gagnant au niveau de la qualité là, pour les gens après, au niveau de l'exploitation, puis au niveau de la consommation, au niveau de l'immeuble. Évidemment, il y a toutes sortes de défis qui viennent avec ça, parce que qui dit bâtiment, nouveau climat, bien isolé, ça prend l'échangeur d'air. C'est automatique. L'échangeur d'air individuel, ben là, il y a des enjeux au niveau de la façon dont les ménages les utilisent. Quand c'est bien utilisé, c'est super intéressant. C'est des logements sains et tout ça. Lorsque les gens ne l'utilisent pas à bon escient, on peut se retrouver avec des problèmes de moisissure importants. Puis on ne le vit pas dans tous nos projets de logements sociaux, mais par exemple, certains aînés trouvent des fois que la ventilation dans en tout cas, la trouvent dérangeante des fois. Il la baisse ou l'arrête. Le Ou même bruit, des. c'est le bruit qui le Hein? déclenche. Les aînés, c'est pas tellement le bruit, des fois, c'est plus quand Ah, l'air sort. Là, le courant d'air. ouais, même si c'est ça, le courant d'air. Puis des fois, dans les personnes, certaines personnes, disons, pas des aînés, vont être dérangées par le bruit, vont avoir tendance à vouloir le baisser, des fois le ferment. Donc, on s'est retrouvé quand même avec certains projets là, où est-ce on avait un peu d'apparition de moisissure qui était lié à un taux d'humidité trop élevé, mais qui était vraiment lié à l'utilisation. Ça, il y a comme je vous dirais qu'il y a comme un défi là-dessus. Là, Ouais, on pourrait avoir des équipes de gens qui vérifient ça. oui, mais il y a ça, c'est ça, mais il faut comprendre que dans les projets de logement communautaire, il y en a de toute taille. Puis souvent, dans les plus gros projets, on peut peut-être se permettre des fois des gestionnaires qui vont s'occuper de faire les tours régulièrement. Et dans des plus petits projets, souvent, c'est beaucoup basé sur une forme de bénévolat. Ça Ouais, devient des charges qui sont lourdes sur ces petits projets-là. ouais. Donc, il y a une contrepartie à ça. Là. Ça demande d'éduquer le locataire quand il arrive. Personne qui n'a jamais eu un contrôleur là, de ventilation, puis un échangeur d'air, il faut bien l'expliquer. Souvent, il y a il faut porter quand même attention au type d'appareils de contrôle qui sont là, parce qu'il y en a qui sont assez complexes. Par exemple, pour les aînés qui ont de la misère à le comprendre. Donc, puis tout le nettoyage aussi qui vient avec là, les appareils. Quand on est chez des aînés, il faut penser aussi qu'au fait qu'ils ne seront peut-être pas capables de le faire eux-mêmes dans certains cas. La localisation aussi des appareils là, dans les espaces de rangement, souvent, c'est là qu'ils vont être mis. Puis là, des fois, les ingénieurs ont tendance à les placer à côté d'un chauffe-eau, ou est-ce que là, quand tu veux sortir ton fil, c'est pas super intéressant. Ça a l'air d'être des banalités, là, mais dans la vie de tous les jours, Oui, après c'est ça, important. L'entretien. on a une attention à porter beaucoup à ces éléments-là. Oui. Faudrait que je rappelle Alain Hamel, je ne sais pas si vous le connaissez, directeur de service technique à l'OMH de Rimouski, Oui, 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 je sais c'est qui, oui. à Trois-Rivières, parce qu'ils ont fait une étude, je crois, justement, sur le contrôle, la ventilation, la qualité de l'air et tout ça. Il faut que Ouais, les villes y veillent, c'est ça, dans les ouais. bâtiments. Mais dans les OMH, eux autres, c'est sûr que c'est une affaire qui soulève depuis longtemps.
Souvent, ils ont une clientèle un peu plus lourde que dans les projets de coopératives ou d'OSBL en habitation, mais au moins, en contrepartie, eux, ils ont un personnel plus équipé. Souvent, ils gèrent des plus gros ensembles. Par plus Ils lourd, vous peuvent. voulez dire? Ben, plus lourdes, souvent, surtout particulièrement s'ils sont dans des projets de type HLM. Là. Souvent, c'est sûr que les immeubles de type HLM ont été construits quand même il y a plusieurs années, donc normalement, ne sont pas de type nouveau climat. Mais la clientèle, souvent logée par les offices, est une clientèle des fois qui est un petit peu plus à faible revenu. Ce n'est pas automatique qu'il y a des problématiques sociales parce qu'on est à plus faible revenu, mais quand même, les coopératives n'ont pas nécessairement la capacité d'accueillir des fois des ménages avec des multiproblématiques, si on peut dire, alors que l'Office municipal ont souvent des intervenants sociaux qui sont capables de faire des suivis parce que souvent, on a tendance à limiter l'habitation à de la brique, là. Puis, mais ce n'est pas juste ça. Là. Bien après, ouais. Dans, oui, mais aussi tout un volet soutien à des clientèles des fois plus vulnérables. Puis les offices, parce qu'ils gèrent des fois des plus gros parcs, mais aussi parce qu'ils ont un petit peu plus de moyens, puis ont des intervenants sociaux communautaires que, par exemple, une coopérative n'a pas les C'est ça, moyens. c'est des services sociaux carrément liés à l'habitation. Exact, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des fois une clientèle des fois un petit peu plus lourde. Puis moi, je sais que les premières discussions que j'ai eues sur ces éléments-là, ça avait été justement avec un directeur d'office à l'habitation de Québec qui nous disait c'est intéressant le nouveau climat, là, mais même eux, ils se questionnaient au départ à savoir avec notre clientèle, comment on gère ça, là? Parce qu'ils se retrouvaient avec des logements avec de la moisissure et, donc. Ça va être à suivre. J'ai parlé à Emmanuel Cosgrove, le directeur des cohabitations récemment, puis il me disait qu'ils sont tellement occupés, eux, dans le logement communautaire, qu'ils n'ont plus le temps de former les entrepreneurs et les citoyens ordinaires. Donc, selon eux, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Êtes-vous quand même optimiste pour les prochaines années? On est toujours optimiste dans le réseau des GRT. Honnêtement, avec la situation des besoins qui est là, le consensus social de différents secteurs qui s'unissent sur ce projet-là là, de construire des logements sociaux. Je ne peux pas croire que le prochain budget passerait à côté de ça. Puis ne serait-ce que comme mesure de relance, l'habitation, ça a été utilisé de tout temps par les différents gouvernements. Ce serait bien un des rares gouvernements qui ne se servirait pas de l'habitation pour relancer l'économie. Là. Oui. Parler d'habitat participatif, tantôt, je lis le magazine français La Maison écologique où on présente certains de ces projets-là. Puis ça me fait penser à la pénurie de main-d'œuvre très grave en ce moment qu'on vit au Québec. J'ai un des annonceurs qui est en faillite. Il faisait des super belles maisons en usine, Écohabitation les recommandait et tout ça. Puis c'est les sous-traitants qui ont tué son entreprise. En plus, sa femme est morte de la COVID. Ça, c'est vraiment mal pour lui. Mais cette question-là, si on se lance à construire plein de logements 100 000 à l'heure, mais on n'a pas la main-d'œuvre, en Europe, c'est permis d'avoir de l'autoconstruction, pas juste à famille, mais des Oui. formations Ouais. d'artisans, d'éco-construction et tout ça. Ici, est-ce on oublie ça, ça ne va jamais être permis, selon vous? Dans le cadre en tout cas, je vous dis ça de façon très personnelle, là, parce que j'ai eu ce genre d'échange-là quand je suis allé en France avec Abicoop. Il y avait des gens qui venaient de l'Uruguay qui étaient là, d'un peu partout d'Angleterre, puis qui essayaient de trouver des formes innovantes. Et ils nous trouvaient un petit peu carrés là, parce que dans le cadre des programmes gouvernementaux, comme mettons Accès Logis, c'est difficile de penser qu'on peut faire ça parce qu'on a des programmes, on est obligé d'aller en appel d'offres. On a de la misère à sortir là, du cadre. Même, on a un guide de construction qui est souvent très rigide, qui permet peu d'adaptation, appel d'offres publics, etc. Donc, il donne peu de place. Je pense que dans le cadre des programmes publics, en tout cas, j'ai pas beaucoup, je sens pas beaucoup de possibilités. Mettons que la machine est forte. S'ils se développent ça, moi, je pense que ça va se faire probablement en dehors des programmes gouvernementaux très cadrés, là, donc avec des modes de financement alternatifs. Parce que c'est ça, les gens cherchent des façons innovantes, mais souvent, la bureaucratie des programmes est tellement lourde Très qu'il réglementé.
Moi, je dis Par souvent, exemple, je pense maintenant à la société d'habitation qui actuellement garantit l'hypothèque des projets qu'on réalise. Est-ce qu'il ferait confiance, est-ce qu'il voudrait garantir l'hypothèque d'un bâtiment pour lequel les gens qui auraient construit? Il faudrait qu'il y ait un système si c'était certifié. supervisé par des professionnels, parce qu'en France, Oui, ils ont professionnalisé, par exemple, la construction en paille, oui. avec la technique québécoise du grèbe, qui vient de la ville de Mhm, la baie. Et on mhm, fait des gratte-ciels, des bâtiments publics, des écoles isolées en ballot de paille. Puis, je oui. ne sais pas si dans ce projet-là particulier, mais il y en a plein où il y a des ateliers, où il y a des formations à l'éco-construction dans les Oui, grands mais bâtiments. même, j'ai une chargée de projet, moi, qui est restée une couple d'années à mon GRT, qui était une Québécoise qui avait vécu en France. Je pense que ça s'appelait Maître bâtisseur. Elle, dans le fond, son travail, c'était avec des écoles d'artisans, de former des gens qui n'en étaient pas, mais pas nécessairement pour avoir des cartes, mais au moins pour être bien encadré, pour réaliser les travaux. Puis c'était des chantiers comme ça qu'ils réalisaient. Puis il y avait tout un réseau, là. Puis elle me disait qu'il faisait régulièrement plusieurs types de projets là, d'habitation, puis même des locaux d'organismes communautaires, ce genre de choses-là. Ça, et c'est sûr qu'ici, on est loin encore de ce genre Ouais. Ben, il d'initiative. faudrait que, par exemple, les architectes et les ingénieurs s'unissent comme ils ont fait en France pour les devis de construction en paille et tout ça. Ouais. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'en tout cas, il y a probablement une nouvelle génération pour laquelle, en tout cas, ce genre d'initiative-là pourrait rejoindre, sans nécessairement que ce soit massif dans un premier temps. Ça pourrait être un peu comme les gens lorsqu'ils ont travaillé Cohabitat. C'était quand même innovant. Là, moi, j'ai travaillé au GRT qui les avait aidés à l'époque là, pour l'offre d'achat sur l'immeuble du ministère des Transports où ils sont, puis le site, tout ça. Mais c'était quand même innovant. Ils sortaient des sentiers battus. Mais c'est ça. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'enthousiasme que ça pourrait se réaliser dans le cadre des programmes gouvernementaux. Là, c'est déjà difficile actuellement, puis pourtant, on a des ressources spécialisées comme des GRT qui accompagnent. Ouais. Puis malgré tout, on, on Puis, rajoute des normes et de l'encadrement. il y a toujours des normes, mais il y a des raisons, mais il me semble qu'on peut assouplir. Est-ce qu'il y en a d'autres Oui. projets de cohabitat, puis en quoi est-ce qu'ils ont innové, justement? Ben, moi, je pense qu'ils ont innové probablement sur le mode de propriété, parce qu'ils ont combiné, dans le fond, la propriété individuelle avec une forme de propriété collective, au moins pour les espaces communs, sur la façon de gérer leur vie. Dans le fond, ce que les gens Les cherchaient, condos, c'est ça. On a son chez soi et une salle commune. En quoi c'est différent? oui, mais souvent, c'est qu'on, dans les condos, on ne choisit pas nécessairement son voisin non plus. Ouais. Puis les règles, souvent en copropriété, sont déjà déterminées par le promoteur à la base dans la déclaration de copropriété. On est pris avec. De Par exemple, l'autopromotion. c'est ça. Tandis que là, eux ont déterminé ensemble dès le départ quelles allaient être les règles de leur copropriété. Ouais. Et quand tu arrives dans un immeuble à condo, puis ça interdit, par exemple, je me rappelle, les gens de Cobita le disaient, ça interdit les cordes à linge. Et là, nous, là, on veut avoir des cordes à linge. En Mais veux. là, ça paraît imbécile, mais tu arrives dans ton copropriété, là, tu voudrais, par exemple, installer des cordes à linge, mais là, il faut changer la déclaration de copropriété parce que le promoteur, lui, l'a inscrit dedans. C'est très lourd faire ça. C'est ça. Donc, il changeait, dans le fond, il conservait l'esprit du développement de l'habitation communautaire où c'est les gens qui prennent en charge le développement de leur milieu de vie, leurs propres règles de fonctionnement, Mhm. en combinant toute la question de l'accession en propriété. Fait que moi, je trouvais que c'était génial parce que ça répond. Il y avait des gens là-dedans il y en a qui sont allés y vivre, d'autres qui ont tout simplement abandonné parce que ça a pris quand même un certain temps, mais c'était des gens qui disaient, ben moi, ça m'intéresse l'esprit de l'habitation communautaire où j'y ai déjà habité, mais là, j'ai les moyens, j'aimerais ça avoir quelque chose qui m'appartienne, mais je ne veux pas juste aller habiter dans un condo où il n'y a pas de vie collective. Les gens ne se sont pas rassemblés ensemble pour des raisons de vivre ensemble. Dans le fond, ils habitent dans un immeuble ensemble. Il y a des beaux condos où il y a une belle vie commune, Ils mais ce sont n'est pas toujours le cas, là. de développement durable et d'entraide. Aussi, c'est ça. Donc, moi, je trouvais que ça reprenait l'esprit de l'habitation communautaire, de la prise en charge, mais avec un esprit là, Mm. nouveau, là, on peut dire, puis toute l'idée de conserver aussi une prise en charge ou un, un poids sur comment le projet va être développé. Il n'est pas développé par quelqu'un d'autre.
quand les promoteurs développent, ils développent ce qu'ils pensent que sont les besoins que les futurs acheteurs vont avoir. D'ailleurs, je voulais vous demander la question du plus bas soumissionnaire, ça, est-ce que le gouvernement a bougé là-dessus? Parce qu'à Benny Farm, ça leur a causé des gros problèmes avec leur infrastructure. Ils ont eu des grosses réparations, Ouais. de mauvaises Pour installations. l'instant, on reste avec la société d'habitation avec le plus bas soumissionnaire conforme. C'est On n'a délicat. pas de. La seule façon de l'éviter, c'est lorsqu'on réalise des projets sous la forme clé en main. Donc, c'est nous. Donc, mais pour faire un projet clé en main, il faut que le constructeur, entrepreneur, soit en même temps propriétaire d'un terrain. C'est à ce moment-là qu'on peut négocier avec. Donc, on le voit là, de plus en plus, disons, dans les projets d'inclusion où il y a un promoteur qui est là. Mais bon, est-ce qu'il est un bon entrepreneur? Ça, Surtout des ces fois, temps, on est-ce est toujours. qu'il n'y a pas lieu d'avoir plus d'inspections de chantier, vu que la main-d'œuvre qualifiée se fait de plus en plus rare? Ouais, ben, je dirais, en tout cas, je l'ai pas vécu dans les chantiers des dernières années où est-ce que, quand je faisais la main-d'œuvre moins qualifiée faisait en sorte qu'il y avait besoin de plus d'inspection. Par contre, je sais qu'il y a d'autres régions où des collègues me parlent plutôt dans la région de Montréal, par exemple, où c'est beaucoup plus, il y a toutes sortes d'entrepreneurs, dont de grosses tailles, qui, sur des énormes projets, qui utilisent à temps plein là, les failles qu'il peut y avoir sur le devis pour plutôt aller chercher des extras à pu finir, puis ça judiciarise les projets à outrance. Là. Donc, ça, nous, on ne le vit pas tellement, en tout cas, en région de Québec, on n'est pas dans des tailles là, de 200-300 unités de logement qui Ouais, amènent ce genre de choses-là. Mais je sais que dans les GRT dans la région de Montréal nous font part de ça. ouais. Ben moi, Pardon? l'expérience dont on m'a parlé dans les Laurentides, c'était juste devenu familial. Puis, comme je disais, ça a mis un fabricant de maison en faillite. Et ben, c'est ça, c'est en ce moment là, il semble qu'il y a vraiment une grosse pénurie. Tout le monde est débordé en plus. Ils sont bookés Oui, pendant plusieurs mois, donc les gens ont beaucoup de difficultés. Là, je me dis, est-ce que je dois mettre mes lecteurs en garde à ce niveau-là? Pour moi, c'est nouveau climat, quand au moins l'inspection nouveau climat, parce qu'en Ontario, ils peuvent avoir 15 inspections municipales par chantier. oui, On n'a pas ça au oui. Québec. La Non, garantie construction résidentielle, ils en font plus. Ça a l'air qu'ils ont moins de malfaçons, mais c'est pas comme d'être talonné par un inspecteur municipal à chaque étape de construction. oui. Puis Nouveau Climat, c'est limité quand même. Là. C'est C'est des l'enveloppe. étapes bien précises. C'est ça, c'est ça. Oui. Mhm. Ben, ça m'a fait plaisir de vous parler. On peut se laisser là-dessus, mais j'aimerais ça que vous Oui. m'envoyiez des détails du projet que vous avez fait dans votre À Saint-Nicolas? à Saint-Nicolas. Oui, c'est Oui, intéressant. oui, je pourrais vous envoyer ça. Voilà. OK. Je pense que Adèle m'avait donné vos coordonnées. Oui, je pense que j'ai le courrier. Et bon, Donnez-moi 2 secondes. vous m'enverrez des Ici. bons. Oui. Ouais, c'est bon, j'ai vos coordonnées. Fait que je vais en profiter. Là, fait que je vais vous envoyer des photos en même temps du projet. Puis quelques indications. Là, j'en ai des photos de bonne qualité prises par l'architecte. Là. D'accord. Ben, je vous avise quand notre entrevue est sur YouTube. Merci beaucoup. Gardons le contact. Merci beaucoup. Au revoir. Prochaine.